9 ans après avoir posé le pied au Mali, les soldats français l'ont quitté par la petite porte. Le 15 août, le dernier militaire français a déserté la base de Gao et a franchi la frontière d'avec le Niger. Une retraite sans trompette ni tambour, la tête basse. Une retraite qui ne peut vouloir dire qu'une chose. La France a perdu la guerre contre le terrorisme au Mali. Les derniers militaires français de la force anti-djihadiste Barkhane ont quitté le Mali ce 15 août après 9 années de présence dans le pays. Poussés vers la sortie par la junte au pouvoir, les Français ont transféré ces 6 derniers mois toutes leurs emprises à l'armée malienne, dont la dernière à Gao dans le nord du Mali ce lundi. Pourtant, 9 ans plus tôt, la France était, paraît-il, venue sauver le Mali. En 2012, les djihadistes hissent leur drapeau noir sur le nord du pays, ils lapident les femmes, détruisent les mausolées de la mythique Tombouctou et comptent conquérir l'ensemble du pays. Des colonnes de fous de Dieu se mettent en branle, fonçant officiellement vers la capitale Bamako. Mais heureusement pour le peuple malien, François Hollande est arrivé. Monsieur le Président, c'est le missile Météor. Je peux l'envoyer sur qui, ce missile? Hollande a revêtu son uniforme de chef de guerre. Flamby s'est transformé en Rocky. Sous son commandement, la France est entrée dans la danse. Elle a déclenché son opération militaire la plus importante depuis la fin de la guerre d'Algérie, avec un certain succès d'ailleurs. En quelques semaines, notre armée a reconquis le Nord, écrasé les djihadistes et offert à Papa Hollande son quart d'heure de gloire. Le président français, hué dans l'Hexagone, est acclamé dans les anciennes colonies. À Tombouctou comme à Bamako, le capitaine de pédalo est devenu un héros. Votre pays va connaître une nouvelle indépendance qui ne sera plus cette fois la victoire sur le système colonial, mais la victoire sur le terrorisme et sur l'intolérance et sur le fanatisme. Certains craignent déjà le départ des Français de la région. Je veux que la France reste à côté de nous pour exploiter notre pétrole, pour exploiter tout ce qui est au nord. C'est l'avenir du Mali, c'est l'avenir de la France. Mais c'est surtout la population de Tombouctou, libérée il y a quelques jours à peine, qui a fait l'accueil le plus chaleureux au président français. Rebaptisé Papa Hollande, le pacificateur ou encore le libérateur, le président s'est offert un bain de foule au milieu des Maliens en liesse. Nous sommes venus supporter la France, nous sommes venus supporter François Hollande, on est fiers de François Hollande. L'histoire officielle est belle, un peu trop même. Les grands médias français n'ont jamais gratté derrière le storytelling de l'Élysée. Ils n'ont jamais raconté le dessous des cartes, le revers de la médaille. La vérité est beaucoup moins flatteuse pour notre pays, car la France n'aurait jamais eu à intervenir au Mali si elle ne s'était pas aventurée en Libye 1 an plus tôt, si elle n'avait pas fait renverser Mouammar Kadhafi. Souvenez-vous, nous sommes en 2011 et c'est encore le Golden Boy de Neuilly qui dort à l'Élysée. Nicolas Sarkozy veut passer la Libye au Karcher. Dès hier, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et des pays arabes ont adressé au colonel Kadhafi et aux forces qu'il emploie l'avertissement suivant. En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. Pourquoi donc Sarkozy s'est-il retourné contre un Mouammar Kadhafi qu'il avait pourtant accueilli en grande pompe à Paris en 2007 ? Est-ce par empathie pour le peuple libyen opprimé ? Ou est-ce parce que Kadhafi est soupçonné d'avoir financé la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy et que le président français aurait voulu se débarrasser d'un mécène gênant ? Quoi qu'il en soit, Sarkozy parvient à ses fins. La Libye est livrée aux bombes occidentales et aux chemises déboutonnées de notre plus grand philosophe, notre bouteille national, j'ai nommé Bernard-Henri Lévy. Les garçons que j'ai vus là, les hommes que j'ai vus là, pour eux, l'idée d'une solution politique qui braderait leur combat, qui les relivrerait à la soldatesque de Kadhafi serait insupportable. L'idée que l'armée de Kadhafi est une armée de mercenaires n'est pas une légende. Kadhafi est capturé rampant dans un égout. Un dictateur est liquidé, mais son pays est durablement déstabilisé. Les arsenaux d'armes du guide libyen sont ouverts aux 4 vents, pillés par le tout venant. On estime que 20 millions de munitions de toutes sortes et 10 000 missiles se retrouvent dans la nature. Les Touaregs du Nord Mali, qui avaient servi comme mercenaires aux côtés de Kadhafi, rentrent dans leur pays les bras chargés d'engins de mort. De discrets émissaires français avaient même laissé entendre à leur chef que s'ils trahissaient le guide libyen, ils pourraient avoir un pays à eux, rien qu'à eux. Les seigneurs de guerre Touaregs ne se font pas prier. Depuis des décennies, ils rêvent de se séparer d'un sud du Mali avec lequel ils ne se sont jamais entendus. En 2012, ils déclarent l'indépendance du nord du Mali,
rebaptisé Azawad. Mais la descente aux enfers ne s'arrête pas là, car le chaos engendré par la chute de Kadhafi n'a pas galvanisé que les indépendantistes touaregs. Elle a aussi permis l'infiltration au nord Mali de djihadistes qui, après s'être alliés aux indépendantistes, les ont doublés et ont instauré la charia sur près de la moitié du territoire malien. Alors non, contrairement à ce que l'on raconte, la France n'est pas venue sauver le Mali. Elle ne s'est pas sacrifiée pour son ancienne colonie. Elle est venue réparer les erreurs qu'elle avait commises. Elle est venue éteindre la mèche que son intervention en Libye avait allumée. Car la petite guéguerre de Sarkozy a réveillé le volcan endormi qui sommeillait au Sahel et qui ne s'est jamais éteint depuis. Le terrorisme a été repoussé, il a été chassé, mais il n'a pas encore été vaincu. Alors qu'avons-nous à faire? Continuer, poursuivre. Et la France restera avec vous le temps qu'il faudra. La France est restée 9 longues années au Mali, via les opérations militaires Serval, puis Barkhane. Elle y a perdu 59 soldats. Et sur la fin, y a englouti près d'1 milliard d'euros d'argent public par an. Tout ce pognon de dingue et ces vies humaines sacrifiées pour un échec cuisant, pour que le Mali devienne notre Afghanistan. Depuis 2013, l'hydre djihadiste n'a cessé d'étendre ses têtes, sans cesse coupées, sans cesse repoussées, et s'aimant du nord du Mali vers le centre, puis vers les États voisins, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, toujours plus proche de la côte, toujours plus loin dans l'horreur. Des attentats ont été commis jusqu'en Côte d'Ivoire, dans la station balnéaire de Grand Bassam, à 50 km à peine d'une base militaire française. Notre pays, qui se vantait de pouvoir changer avec 500 hommes le cours de l'histoire, n'a pas été capable d'endiguer le péril terroriste, avec plus de 5000 militaires déployés au Sahel. On pourra trouver 1001 raisons à l'échec de la France. Notre arrogance de vieille puissance coloniale et occidentale, notre refus de voir que l'Afrique avait changé, que notre empire était perdu et que ce n'était plus à nous d'y faire le gendarme. Nous avons tout misé sur une approche uniquement sécuritaire. Nous avons confié le destin du Sahel à nos militaires, et notamment à Benoît Puga, le très conservateur chef d'état-major particulier de François Hollande. À force de ne compter que sur la politique de la grosse Bertha, la France a fini par oublier que le terrorisme ne se vainc pas tant avec des missiles tueurs qu'avec des instituteurs, qu'on ne le défait pas seulement avec des roquettes, mais avec des têtes bien faites et des ventres bien pleins. Car le djihadisme a trouvé un terreau fertile dans les régions les plus miséreuses du Mali, du Burkina ou du Niger, qui font tous partie des 5 pays les plus pauvres du monde. Là, dans des zones où les États ont pris depuis longtemps leurs clics et leurs claques, où aucun gouvernement n'a jamais construit ni école, ni hôpitaux, où le désert grignote inexorablement, faisant de l'eau et des pâturages une denrée rare, exacerbant les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les djihadistes ont pu trouver des gens assez désespérés pour se jeter dans leurs bras. Et comme la France a toujours eu un incroyable talent, celui de miser sur le mauvais cheval, tout est allé de mal en pis. En 2013, c'est un camarade de François Hollande à l'Internationale socialiste qui est porté à la tête du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka de son petit surnom, a un faible pour les soirées arrosées et les grasses matinées. Le problème, c'est quand on ne se lève jamais avant midi, on a peu de chances de relever son pays. Le Mali se gangrène de corruption. L'argent, qui doit servir à combattre les djihadistes, se retrouve dans les poches des dirigeants maliens et le fiston chéri d'Ibeka, Karim Keïta, passe ses week-ends à liquider des journalistes. Mais la France soutient son poulain, vaille que vaille. Les mercenaires français sont payés par le parrain corse Michel Thomy pour assurer la sécurité d'Ibeka. Une entreprise bretonne obtient le marché de confection des passeports maliens sur pression de l'indéboulonnable Jean-Yves Le Drian. Airbus investit dans une mine d'or dans le sud du pays, dans le but de dégager du cash pour corrompre des officiels maliens et leur vendre des hélicoptères. Toutes ces affaires seront discrètement enterrées par la justice française. Macron avalise la réélection d'Ibeka en 2018, dans un scrutin pourtant entaché de fraude. Ce sera finalement le peuple malien qui aura raison de son roi fainéant. Des manifestations monstres fragilisent le régime d'Ibeka, qui est renversé par l'armée le 18 août 2020. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020, a rendu sa démission. Une nouvelle junte arrive au pouvoir au Mali. La France, qui n'a pas vu le coup d'État venir,
essaye de se raccrocher aux branches. Et au début, ça se passe plutôt bien. Le nouveau président, Ban Dao, n'est pas hostile à Paris. Il a notamment fait ses classes militaires à l'école de guerre, en face de la Tour Eiffel. Sauf qu'en 2021, Emmanuel Macron décide que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une grosse bêtise en Afrique et ouvre la boîte de Pandore. Le maréchal tchadien, Idriss Déby, grand ami de la France devant l'Éternel et depuis Mitterrand, meurt dans des circonstances troubles au front, contre les rebelles. Macron se précipite ventre à terre au Tchad et lui rend un vibrant hommage en mode Jean Moulin. Cher Président, cher Maréchal, cher Idriss, nous voilà réunis devant votre dépouille, après 3 décennies à la tête de votre pays, et tant de combats livrés avec bravoure. Mais Macron ne s'arrête pas aux condoléances. La France bénit le putsch du fils Déby, qui a pris le pouvoir à la mort de son papa, en violation de la constitution tchadienne. Ce bon vieux coup d'État des familles donne des idées à d'autres uniformes kaki en Afrique, et notamment au Mali. 1 mois après le putsch au Tchad, les colonels qui avaient renversé Ibeka se sentent autorisés à toutes les folies. Et ils inventent le putsch dans le putsch. Le Premier ministre, nouvellement reconduit, a établi une liste en accord avec le président de la transition, sans aucune concertation avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la charte, à savoir la défense et la sécurité. Le président de la transition malienne venait de franchir donc la ligne rouge aux yeux de l'ex-putschiste, prétexte tout trouvé pour récidiver environ 1 année après son coup de force contre Ibrahim Boubacar Keïta, inadmissible pour l'ancienne métropole. Ce qui a été conduit par à nouveau les militaires putschistes est un coup d'État dans le coup d'État inacceptable qui appelle notre condamnation immédiate et aussi le fait que nous sommes prêts dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées sur les protagonistes. Sous les ordres de l'Élysée, on a beau s'époumoner, fulminer, on s'est quand même tiré une sacrée balle dans le pied. En parrainant le coup d'État au Tchad, en enterrant le père Déby, en allant adouber le fils tout en se prenant pour le Saint-Esprit, Macron n'a plus aucune légitimité pour condamner un coup d'État dans un autre pays d'Afrique. D'autant que le nouveau président malien, le taiseux-colonel Assimi Goïta, n'a pas l'intention de se laisser dicter sa conduite par l'ancienne métropole, qui lui demande notamment d'organiser des élections dans les plus brefs délais. Le torchon brûle entre Paris et Bamako, où des manifestations importantes réclament le départ des soldats français. Et les étincelles ne vont pas tarder à jaillir. Nous amorcerons une transformation profonde de notre présence militaire au Sahel, dont la modalité et le calendrier seront précisés dans les semaines à venir. Cette transformation se traduira par un changement de modèle, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure. On ne peut pas souffrir l'ambiguïté. On ne peut pas mener des opérations conjointes avec des pouvoirs qui décident de discuter avec des groupes qui, à côté de ça, tirent sur nos enfants. C'est ce qu'il faut que vous représentiez. Le Mali regrette que le principe de consultation et de concertation, qui doit être la règle entre partenaires privilégiés, n'ait pas été observé en amont de la décision du gouvernement français. Aussi, la nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de 2 coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. C'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. Depuis un certain temps, le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane. Voilà, c'est fait. La France a été chassée sans ménagement de son ancienne colonie. Et crime de lèse-majesté, la junte de Goïta
s'est tourné vers le pays qui est aujourd'hui notre plus grand rival en Afrique, la Russie. Depuis quelques mois, les mercenaires russes de la firme Wagner ont pris la place des militaires français dans les bases qu'ils ont désertées. Ce fut déjà le cas en Centrafrique, c'est aujourd'hui au tour du Mali. Ce grand remplacement impérialiste s'accompagne d'exactions, comme à Moura dans le centre du pays, où fin mars, les chiens de guerre de Poutine ont passé au fil de l'AK-47 des centaines de villageois. Wagner sème la terreur et les terroristes, eux, continuent à semer la mort, prenant des millions de Maliens en étau. Emmanuel Macron, lui, cultive son obsession. Il tire à boulet rouge sur la junte malienne. La nouvelle idylle avec les Russes reste en travers de la gorge de l'Élysée. Là, nous ne parlons pas, et le président Poutine, la semaine dernière, il a lui-même officiellement confirmé. Il ne s'agit pas de relation entre un État souverain avec un autre État souverain. Il s'agit de l'embauche par la junte malienne sur la base de financement qu'il appartiendra de clarifier pour le peuple malien lui-même, de mercenaires qui viennent essentiellement sécuriser leurs intérêts économiques et la junte elle-même. Macron oublie juste au passage, mais ce n'est sans doute qu'un détail, que le Mali n'est plus une colonie et que les Maliens s'allient bien avec qui ils veulent. Et puis, il est quand même un peu culotté de dénoncer ces méchants colonels maliens, alliés aux vilains mercenaires russes, alors que lui, président français, fait des mamours à des tyrans sur toute l'étendue du continent, de l'Égypte au Togo, en passant par le Congo. C'est très noble de dénoncer les crimes de Wagner, mais ce serait sûrement encore plus noble de se regarder dans une glace. Car la France, la fameuse patrie des droits de l'homme, ne part pas du Mali les mains propres. Elle n'a pas seulement été inefficace contre le terrorisme, elle a multiplié les bavures. Rien qu'à Bounti, en janvier 2021, des Mirage 2000 Français ont bombardé 19 civils qui n'avaient rien demandé à personne. Et quand l'ONU, après une enquête minutieuse, a assuré que ce n'était pas un rassemblement de barbus, mais un simple mariage dans un petit village du centre du Mali, la ministre des Armées, Florence Parly, s'est drapée dans son indignité. Le 3 janvier, les forces armées françaises ont ciblé un groupe terroriste qui avait été formellement identifié comme tel. Je rappelle qu'il n'y a eu ni femmes ni enfants parmi ces victimes et que cette phrase était destinée à neutraliser des éléments terroristes. Bien sûr, contrairement à ce qu'a affirmé la junte malienne, la France n'a jamais sans doute ni armé, ni financé les terroristes. Comme Michel Rocard disait, il faut toujours préférer l'hypothèse de la connerie à celle du complot. Le complot, lui, demande un esprit rare. Mais niveau connerie, il faut avouer qu'on a fait fort, très fort. En 2013, l'armée française a reconquis la ville de Kidal, au nord Mali, et l'a rendue non pas à l'État malien, comme il aurait été logique, mais aux indépendantistes touaregs, qui s'étaient alliés avec les djihadistes, et qui ne cesseront jamais vraiment de fricoter avec eux. Cette monumentale bourde va entraîner de lourdes conséquences. Kidal devient pour de nombreuses années un repère de terroristes. En 2014 encore, les services français ont renoncé à éliminer Iyad al-Ghali, un puissant chef djihadiste protégé par l'Algérie, et aujourd'hui à la tête du GSIM, le groupe affilié à Al-Qaïda, qui retient en otage notre confrère Olivier Dubois. En 2017 et en 2018 enfin, l'armée française a délégué le crime. Elle a eu recours à des supplétifs, les milices touaregs du MSA et du Gassia, qui ont mis un point d'horreur, non pas à combattre les terroristes, mais à régler de vieux comptes avec la communauté Peul. Ces milices ont enchaîné les exactions contre des civils désarmés, provoquant des vengeances contre des civils touaregs, tout aussi désarmés. Barkhane est peut-être mort, mais l'impérialisme français est encore maintenu sous respirateur artificiel. Dans une France-Afrique agonisante, la puissance médiocre que nous sommes devenus s'accroche au lambeau d'un empire en ruine, d'un empire dont les peuples africains ne veulent plus. Les manifestations d'hostilité à la présence hexagonale se multiplient, comme en novembre dernier, où des jeunes du Niger et du Burkina Faso ont dressé des barrages contre un convoi militaire de Barkhane. L'armée française a tiré dans le tas pour se dégager, faisant 3 morts, dont un gamin de 14 ans. Mais enfermé dans une folle fuite en avant, notre pays ne semble pas vouloir partir tant qu'il est encore temps, tant que la cassure n'est pas irréparable. Emmanuel Macron l'a encore réaffirmé lors d'un déplacement fin juillet au Cameroun, avec tout le paternalisme qui sied à un administrateur colonial, un président français. Nous ne lâcherons pas la sécurité du continent africain. Après le Mali, le dispositif hexagonal se réarticule sous d'autres latitudes. Nos militaires vont désormais opérer dans d'autres recoins de notre précaré, depuis le Tchad de Déby Junior, depuis le Niger du président mal élu Mohamed Bazoum. Nos forces spéciales continueront à décoller du Burkina Faso, où le lieutenant-colonel Damiba a perpétré en janvier dernier un coup d'État
qui celui-ci n'a nullement l'air de déranger la France. Pour Macron, il y a décidément les putsch halal et les putsch haram.